Donc la DRAF, acronyme pour Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Donc c'est le service du ministère de l'Agriculture en région. Le ministère est organisé en services centraux, un certain nombre d'agences, des directions régionales, ensuite des directions départementales du territoire et de la mer, dans lesquelles sont instruits donc, les demandes d'aide PAC. Donc moi je travaille à la DRAF, à la Direction Régionale de l'Agriculture, et je suis responsable de la mission PAC, premier et deuxième pilier, et responsable du pôle filière agricole et agroalimentaire qui s'occupe d'accompagner les différentes filières. Et je sais que notre région est riche, puisqu'on y retrouve pratiquement toutes les filières agricoles. Et ma mission, en fait, la mission qu'on m'a confiée, c'est de vous présenter en moins de 10 minutes le verdissement de la PAC. Je l'ai accepté, mais j'étais obligé de faire des choix et donc de me centrer sur l'essentiel. Donc j'ai fait parfois un peu de raccourcis, vous m'en excuserez par avance. Le PowerPoint, il y a un souci, parce que je suis sur un PDF, donc je me fais signe pour passer à la diapositive. Alors ce que j'ai pas dit aussi quand même sur la DRAF, il y a différentes missions, il y a les missions d'économie agricole, mais on a aussi la mission de gestion de l'enseignement agricole, donc public et privé. Donc c'est une grosse partie, puisque vous ne savez peut-être pas, mais la moitié des effectifs, donc des fonctionnaires, des agents qui travaillent au ministère de l'Agriculture, travaillent dans l'enseignement agricole. Donc c'est quand même une grosse partie de notre mission. Et tout l'intérêt de vous avoir ici aujourd'hui. Alors, le verdissement de la PAC, alors je fais le lien à ce que vous a présenté Géraldine tout à l'heure. Vous expliquez qu'il y avait un premier et deuxième pilier, donc Vincent et Géraldine vous ont plutôt présenté le deuxième pilier. Moi, je me centrais sur un bout du premier pilier, qui lui n'est pas financé par le FEADER, mais essentiellement par le FEAGA, donc c'est un fonds européen donc, de garantie agricole. Donc dans ce FEAGA, donc il finance les aides, on appelle couramment les aides de la PAC. Et depuis la programmation 2007-2013, une grosse partie des aides a été découplée de la production. Donc on a mis en place les DPU, droit à paiement unique. Et ces DPU donc, ont été mis en place, donc le but était de donner des aides indépendamment de la nature de la production. Donc ces DPU ont perduré donc, dans la programmation 2014-2020, sont devenus des droits à paiement de base. Donc on a mis en place donc, un régime de paiement de base. Et dans ce régime de paiement de base, il y a une partie des aides qu'on a décidé de conditionner au respect d'un certain nombre de critères de verdissement. Donc c'est une partie des hachures vertes que vous avez vu tout à l'heure dans le programme de Karine Daniel. Alors pourquoi on a mis en place ce paiement vert? Ça part d'un constat un peu mitigé. J'ai vraiment présenté les points les plus importants. Un constat assez mitigé du bilan environnemental de la PAC 2007-2013. Notamment alors au niveau européen, c'est pas spécifiquement français, donc une baisse importante des surfaces en prairies permanentes, une certaine, disons, une modification de notre agriculture, donc, motivée par la recherche de rendement, parce qu'on a dit que c'était comme l'objectif premier de la politique agricole commune, donc avec un raccourcissement donc, des cycles de rotation des cultures, une certaine céréalisation dans certains territoires, et puis un recours accru aux pesticides. Enfin, voilà, les différents éléments qui ont pu servir de base aux négociations de la PAC 2014-2020. On constatait en même temps donc, une certaine concentration donc, des exploitations agricoles, et donc c'est là qu'est apparu le principe de conditionner les aides à un respect d'un certain nombre de critères du verdissement, donc c'est le paiement vert. Donc le paiement vert, c'est quoi? Donc comme je l'ai dit, c'est pas un régime qui est optionnel, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent respecter les critères du verdissement pour toucher le paiement vert. En gros, le paiement vert en grande masse, c'est à peu près 30% du régime du paiement de base, c'est-à-dire que 30% des aides de base sont conditionnées au respect du verdissement. Donc il y a 3 critères qui ont été retenus au niveau européen donc, du paiement vert, c'est la diversité donc, des assolements, le maintien des prairies permanentes et la présence donc, de surfaces d'intérêt écologique, qui sont des infrastructures agroécologiques. Donc ces 3 critères peuvent être respectés par les agriculteurs de l'ensemble de l'Union européenne. Alors, après, chaque État membre l'a un petit peu décliné à sa manière, mais ce sont les principes de base. Alors je dis c'est 30% du paiement de base, donc c'est-à-dire que c'est proportionnel. Donc, il y a un héritage historique donc, du paiement de base. Tous les agriculteurs ne touchent pas le même paiement de base et pas les mêmes DPV, ça dépend de l'historique des aides sur l'exploitation. Donc c'est un pourcentage à peu près de 30% sur ce paiement de base, donc il peut être plus ou moins important. Pour information, au niveau national, enfin, le
droit à paiement de base moyen est autour de 277-278 € en moyenne nationale. Donc, c'est-à-dire que 30% de l'aide est conditionné au respect de ce verdissement. Voilà. Alors, avant de vous détailler chacun de ces trois critères du verdissement, déjà un principe de base, on considère qu'une exploitation qui est en agriculture biologique, elle est verte par définition, donc de fait, elle n'est pas soumise au respect des obligations du paiement vert. Elle a déjà une démarche écologique, une démarche environnementale qui la dispense donc des trois critères que je vais vous détailler tout de suite. Ensuite, quand on parle de verdissement, on met de côté toutes les cultures pérennes, c'est-à-dire type viticulture, arboriculture. On des systèmes, faire de la rotation sur la viticulture ou l'arbo, c'est quand même pas évident. Donc, donc ce système-là, il n'est pas adapté, donc il sort de fait des principes que je vais vous évoquer tout à l'heure. Et puis après, il y a un régime un peu particulier, mais même si on est un peu moins concerné dans la région, pour les exploitations qui sont vraiment spécialisées dans la culture du maïs, pour lesquelles ça représente plus de au moins 75% de la culture. Donc là, il y a un système de certification environnementale, c'est une certification maïsiculteur, donc qui fait que ces exploitations sortent un petit peu du champ que je vais vous expliquer tout de suite. Donc le premier critère, donc diversité d'assolement, alors le but c'est pas forcément de rentrer dans le détail, mais le principe c'est qu'en fonction de la surface en terre arable, en surface arable, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé les prairies permanentes, une fois qu'on a enlevé donc, les cultures pérennes, eh bien il y a des obligations qui s'imposent aux agriculteurs en termes de nombre de cultures. Donc en dessous de 10 hectares, il n'y a pas d'obligation en termes de diversité d'assolement, et quand on est entre 10 et 30 hectares, il faut avoir au moins 2 cultures différentes sur l'exploitation, et 30 hectares de terre arable, donc au moins 3 cultures. Alors après, effectivement, il y a un régime spécifique pour les gens qui sont très majoritairement en prairie temporaire, prairie permanente, eh bien, elles sont exemptées de ces obligations de diversité d'assolement, à partir du moment où ça représente au moins 3/4 de la surface de l'exploitation. Donc ça, c'est le premier critère pour toucher le paiement vert, enfin, sauf si on est bio et sauf si on n'a que des cultures pérennes, il faut respecter ce critère de diversité d'assolement. Alors, je vous l'ai dit en préambule, j'ai fait simple. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours plein de cas particuliers. Je pense que vous savez que la PAC est spécialiste dans les cas particuliers, parce qu'on a voulu faire plaisir à tout le monde. Le deuxième critère, donc, qui est peut-être un peu plus simple, c'est l'objectif de maintenir les prairies permanentes. Donc un des constats importants qui a été fait, c'est qu'il y a une baisse au niveau européen des surfaces en prairies permanentes. Donc là, l'idée, c'était de maintenir les surfaces en prairies permanentes. Donc ça passe par deux dispositifs. Donc la notion, alors prairies sensibles, j'en parlerai juste après, parce que je ferai le lien avec la carte. On calcule, en fait, au niveau de chaque région, on a calculé un ratio de prairies permanentes par rapport à la surface arable. On a fixé, c'est un indicateur qui a été établi par rapport aux données de la PAC en 2013 à peu près. On a fixé un ratio, on a regardé la proportion de prairies permanentes qu'il y avait au niveau de chaque région. Alors en France, c'est les régions administratives, dans d'autres pays, ça a été calculé de façon un peu différente. Et l'idée, c'est de ne pas s'éloigner de ce ratio, c'est-à-dire d'enrayer la réduction de proportion de prairies permanentes par rapport aux terres arables. Et le principe, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu connaître sur la programmation précédente, où il y avait des références prairies, et puis à partir du moment où une prairie était prairie permanente, qu'on avait une référence, on n'avait plus le droit de la retourner, là c'était de dire on a une obligation collective, c'est de maintenir les prairies permanentes. Et donc on surveille chaque année comment évolue ce ratio. Donc si le ratio ne se dégrade pas trop, ok, on reste comme ça. Maintenant, si ce ratio il se dégrade de plus de 5% dans une région donnée, et bien là on passe dans un régime un peu plus contraignant, c'est-à-dire qu'on soumet le retournement de prairies permanentes à une autorisation. Donc il y a des systèmes d'autorisation qui se mettent en place, et si le ratio se dégrade vraiment beaucoup, on interdit carrément le retournement des prairies permanentes, sauf là aussi cas particulier, le jeune qui veut s'installer ou des conditions particulières. Donc ce ratio, il a été calculé donc avant le lancement de la PAC, et l'idée c'est que collectivement, l'ensemble des agriculteurs s'organisent pour maintenir ce ratio. Alors le bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est que globalement au niveau français, le ratio il ne s'est pas dégradé, enfin en tout cas il n'a pas dépassé le seuil de dégradation, sauf dans deux régions qui sont Hauts-de-France et Normandie. Donc le ratio s'est dégradé, et donc ils sont passés par des régimes contraignants sur les prairies permanentes. Et donc le deuxième critère pour maintenir les prairies, c'est maintenir les prairies sensibles, c'est-à-dire qu'il y a des prairies
indépendamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des prairies qu'on a considérées comme sensibles, qui sont absolument interdites au retournement. Donc ce sont des prairies qui étaient en prairies permanentes sur l'ancienne programmation et qui sont situées en zone Natura 2000. Et comme vous l'a dit Géraldine, on est une région où il y a beaucoup de zones de marais, donc notamment les marais, également la Loire et ses affluents. Donc dans ces zones-là, les surfaces qui étaient en prairies permanentes, qui sont situées en zone Natura 2000, donc qu'on appelle les prairies sensibles, sont interdites au retournement. Et enfin, le dernier critère, qui a fait beaucoup parler à l'époque, c'est l'obligation sur les surfaces agricoles d'avoir au moins 5% de surface d'intérêt écologique. Alors les surfaces d'intérêt écologique, il y a tout un système d'équivalence, mais c'est des haies, des mares, des bosquets, c'est des jachères, des taillis à courte rotation, des surfaces en miscanthus, il y a toute une série, je vous ai présenté les principales familles, et c'est l'obligation pour les agriculteurs, pour toucher le paiement vert, c'est d'avoir sur leur exploitation, sur leur surface en terre arable, d'avoir au moins 5% de la surface. Donc on a un équivalent, on sait qu'un mètre de haie, ça équivaut à tant de mètres carrés de surface d'intérêt écologique. Et donc après, c'est l'outil informatique qui calcule et qui permet de vérifier ce taux. Alors c'est 5%, c'est-à-dire que ce n'est pas 4,9, à 4,9 ça passe pas, à 5 ça passe. Donc c'est oui ou non. Et c'est ce qui notamment a obligé, dans cette nouvelle PAC 2014-2020, à mettre en place un suivi très précis du parcellaire graphique, le registre parcellaire graphique, le RPG, qui a obligé à dessiner précisément toutes les parcelles qui étaient exploitées et à dessiner tous les éléments, notamment topographiques, qui peuvent rentrer dans le calcul du pourcentage de SIE. Donc les services instructeurs ont dû développer, dessiner les haies, les mares, les bosquets, et les agriculteurs, dans leur déclaration PAC, désormais, depuis 2015, dessinent tous ces éléments-là pour qu'ils puissent être intégrés dans le calcul des SIE. On ne parle même pas d'autres règles qui pourraient être liées à la conditionnalité. Alors, on est pris par le temps, mais est-ce que juste vous pourriez nous dire, pour conclure, pourquoi est-ce qu'à l'époque, ça avait bardé? Pourquoi est-ce qu'il y avait eu beaucoup de discussions? Parce que c'est compliqué de faire sa déclaration PAC et d'être obligé de dessiner les haies, et puis après c'était toutes les questions. Comment on calcule la haie si la haie est mitoyenne entre deux exploitations? Comment on la compte? Est-ce qu'on en met moitié-moitié chez l'un ou chez l'autre? Sachant que la haie, suivant qu'elle est sur une prairie permanente, elle ne compte pas. Si elle est sur une prairie temporaire, une terre arable, elle compte. Enfin, il y a tout un tas de règles qui ont fait que ça a été très compliqué au moment du lancement de la campagne PAC en 2015, d'expliquer les règles et puis pour les agriculteurs de se les approprier. Et pour les gens qui sont dans la salle et qui sont sur leur exploitation, qui ne savent pas justement si la haie, est-ce qu'il y a des interlocuteurs justement, est-ce qu'on peut contacter la DRAF? Alors pas la DRAF, puisque comme j'ai dit, les déclarations PAC sont déposées dans les directions départementales des territoires et de la mer, en DDT, sur les services instructeurs. Après, une grande majorité d'acteurs maintenant se font accompagner pour leur déclaration PAC, soit par leur centre de gestion, les chambres d'agriculture, les COP. Donc après, toutes ces règles, elles sont désormais connues. Donc l'outil Télépac qui permet de faire la déclaration PAC, petit à petit s'améliore encore en 2019, en calculant automatiquement le pourcentage de surface d'intérêt écologique au moment de la demande d'aide. On peut remercier M. Milon, s'il vous plaît. Merci.